Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, un mois de grève à la SNCF. Le mouvement a repris hier soir pour 2 jours. On en est au 7e épisode avec l'impression que rien ne bouge, des perturbations toujours fortes et certains secteurs de l'économie commencent à être touchés. On va le voir dans un instant chez les céréaliers de la Beauce. Emmanuel Macron vient d'arriver en Calédonie, exercice difficile à 6 mois du référendum d'autodétermination. Pour les violences du 1er mai, 43 gardes à vue prolongées cette nuit, dont 5 mineurs. Nous verrons avec Guillaume Bier qui sont les casseurs. À Paris, Anne Hidalgo tente de ne pas tomber de vélo. Elle lance un ultimatum à son prestataire pour rétablir le service des Vélib. Service qui a perdu en quelques mois un tiers de ses 300 000 abonnés. Invraisemblable fiasco qui sera l'enquête du 8h avec Laure d'Autriche. Dans ce journal, la rénovation des routes nationales qui pourrait être gérée par un nouvel établissement public. Projet à l'étude au ministère des Transports, nous dira Daniel Fortin. Et le football, la fièvre marseillaise avant le match de l'OM à Salzbourg ce soir pour une place en finale de Ligue Europa. 8h15, notre invité Jean-Pierre Raffarin qui veut être l'homme de la paix. Il lance son ONG Leader pour la paix et il dénonce les scènes de guerre à Paris. C'est une grève à bas bruit qui ne fait plus la une des journaux, mais qui continue de mobiliser des milliers de cheminots et de pénaliser des centaines de milliers de voyageurs, ceux notamment qui ont besoin du train pour se rendre à leur travail. La 7e séquence de grève SNCF vient de débuter avec un TGV et un Transilien sur 2 et 2 TER sur 5 en circulation. Le mouvement a commencé il y a 1 mois, jour pour jour, et comme on dit dans les trains, on ne voit toujours guère le bout du tunnel. Et pourtant, ça avance. Il y a des discussions avec les syndicats au quotidien. Le numéro 2 de la SNCF, Patrick Jeantet, qui était l'invité de Europe 1 à 7h20, l'affirme tout à l'heure. On négocie, puisque la loi qui a été votée par l'Assemblée nationale et qui sera présentée au Sénat à la fin du mois précise qu'on ne recrutera plus à partir du 1er janvier 2020 de cheminots au statut. Et donc, il nous faut une convention collective de branche. Et c'est ça le travail qui nous attend dans les 18 mois à venir. Et on a commencé évidemment avec des bilatérales avec les organisations syndicales. On discute quasiment tous les jours. Tous les jours, Patrick Jeantet, le PDG de SNCF Réseau ce matin sur Europe 1. 1 mois de grève, l'impact sur l'économie est difficile à évaluer, mais l'industrie, le bâtiment, le tourisme commencent à être touchés et aussi, de façon plus inattendue, l'agriculture. Exemple dans la Beauce, grenier à blé du pays où les coopératives céréalières doivent se réorganiser pour expédier leur production. Reportage en Indre-et-Loire, Jeanne Bergaoui. D'habitude, à 1 mois du début de la moisson, les silos sont quasiment vides. Mais ici, les 10 cuves de métal contiennent encore des tonnes de blé, d'orge ou de maïs, explique Pascal Mar, directeur d'exploitation. On a sur ce site même aujourd'hui 8 trains qui ont été annulés depuis le début de la grève. On a des livraisons qu'on n'a pas pu effectuer chez nos clients. Donc là, on prend du retard sur tout notre planning aussi d'exécution en interne chez nous. Pour faciliter l'expédition des céréales par train, cette coopérative au milieu des champs est directement reliée au rail. Donc ici, on est sur le poste de chargement train. Donc aujourd'hui, on a... Vous voyez, on n'a pas de train. Et pour compenser un train supprimé, il faut 40 à 50 camions. Mais face à la demande, les transporteurs routiers augmentent leur prix. Alors cette réorganisation coûte cher, explique Éric Brault, vice-président de la coopérative SCAEL. Ça peut représenter peut-être 200 000 €. Une grève qui dure dans le temps désorganise vraiment la filière, vraiment. Pour pouvoir honorer toutes leurs commandes et éviter de perdre leur compétitivité, ces professionnels demandent l'instauration d'un service minimum pour le fret. Chartres, Jeanne Bergaoui, Europe 1. Il est 8h03. La politique ce matin, c'est d'abord l'arrivée il y a une demi-heure d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie, son retour en France en quelque sorte après 2 jours en Australie. Le président français devrait porter sur l'archipel un message de réconciliation à 6 mois d'un référendum d'autodétermination qui sur place attise beaucoup de tensions. Maxence Lambrec, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Nouméa. Oui, le président vient d'arriver ici et sur le tarmac de l'aéroport. Il a déjà donné le ton de cette visite. Je souhaite que dans le calme, l'unité et dans un dialogue constructif, nous puissions construire ce choix qui viendra en novembre prochain. Parce que le monde entier nous regarde. Emmanuel Macron est maintenant en route pour le centre-ville où il bénéficiera d'un accueil traditionnel kanak, l'échange de cadeaux sur une natte, ce qu'on appelle ici la coutume, avec à la clé sans doute pour lui un joli collier de fleurs. De quoi détendre une ambiance tendue entre loyalistes et indépendantistes à 6 mois du référendum. Je ne prendrai pas position, promet Emmanuel Macron, mais il ajoute dans la foulée, je viens dire que la Nouvelle-Calédonie c'est une chance, une richesse pour la France. Un sondage publié ce matin a dû le rassurer à ce sujet, 60%
40% des Calédoniens interrogés se disent opposés à l'indépendance de l'archipel. L'autre sujet brûlant, c'est la commémoration du drame d'Ouvéa. 30 ans après, le président sera sur place samedi contre l'avis de certaines familles de victimes indépendantistes. Il n'est, dit-il, jamais bon d'être intimidé par une minorité. Il y a un très large consensus pour que cette mémoire soit célébrée. C'est donc une visite sensible, pleine de symboles, de gestes mémoriels qui attend Emmanuel Macron. Nouméa, Maxence Lambrec, Europe 1. Emmanuel Macron qui, devant les journalistes, est revenu sur les violences parisiennes du 1er mai. Il assume le choix qui a été fait de ne pas intervenir violemment pour disperser les casseurs et il dénonce la banalisation de la violence politique. À Paris, pendant ce temps, la droite en remet une couche. Laurent Wauquiez, dans une interview à 20 minutes, dénonce une crise profonde de l'autorité et il reproche à Emmanuel Macron son absence de France, une légèreté inacceptable selon lui de voir le président trinquer avec une coupe de champagne dans un cocktail chic en Australie pendant qu'il y a des casseurs dans les rues de Paris. Fin de citation. Emmanuel Macron lui a répondu tout à l'heure, le président n'est pas un préfet de police. Des casseurs dont on découvre peu à peu le profil. Il reste ce matin 43 personnes en garde à vue, 49 autres ont été relâchées sans être poursuivies, faute de charge. Que sait-on des personnes interpellées, Guillaume Bier? Ils ont été arrêtés après les violences, encerclés par la police dans le jardin des plantes, près du pont d'Austerlitz. 200 personnes interpellées, dont la moitié placées en garde à vue. En majorité, ce sont des hommes, mais on compte tout de même un tiers de femmes. Quelques-uns des suspects sont mineurs, 14-15 ans pour les plus jeunes, jusqu'à 58 ans pour le plus âgé, mais la plupart à moins de 40 ans. Ils sont étudiants ou chômeurs, plus ou moins proches de la mouvance d'ultra-gauche, même si certains n'ont jamais eu affaire à la police. 5 d'entre eux sont des étrangers, allemands, belges, suisses, syriens ou colombiens. Toute la difficulté pour les enquêteurs et la justice, c'est maintenant d'établir leur responsabilité individuelle au cas par cas, même si globalement ils risquent à minima des poursuites pour participation à un attroupement armé en vue de commettre des violences. Un délit passible de 3 ans de prison s'ils avaient le visage masqué et jusqu'à 5 ans s'ils étaient porteurs d'un objet considéré comme une arme. Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. On reviendra sur le sujet dans quelques minutes avec notre invité, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Europe 1. Il est 8h08, la suite du journal avec Patrick Cohen. C'était la dernière insurrection armée d'Europe. Les séparatistes basques de l'ETA annoncent leur dissolution dans une lettre comme un point final à plusieurs décennies d'attentats qui ont fait plus de 800 morts en Espagne puis en France. Mais pour les victimes, tout ça ne remet pas les compteurs à zéro et les terroristes ne peuvent pas rester impunis. Consuelo Ordóñez a vu son frère, élu municipal, assassiné en 95. Ça, ce n'est pas la fin de l'ETA telle que nous le voulions. Ce n'est pas à l'ETA vaincue de décider de sa propre fin. La dissolution de l'ETA n'entraîne pas la disparition de sa responsabilité. Cette responsabilité, elle porte les noms et les prénoms des 358 victimes dont les meurtres restent encore à élucider. La seule phrase décente que pourraient prononcer les terroristes commence et se termine ainsi. Nous n'aurions jamais dû exister. Propos recueillis par Henri de Laguéry, le correspondant d'Europe 1 en Espagne. En Arménie, l'opposant Nicole Pachinian appelle la population à cesser de manifester. Il dit avoir le soutien de tous les partis pour être désigné au poste de Premier ministre le 8 mai prochain à Yerevan. Et maintenant, le sujet qui fâche des milliers de Parisiens, les Vélib. Introuvables ou en panne ou qui ne se décrochent pas. Le service fonctionnait plutôt bien depuis 10 ans, mais la mairie a voulu changer d'opérateur. Fiasco spectaculaire. Un tiers des 300 000 utilisateurs habituels se sont désabonnés en quelques mois et la mairie de Paris lance un nouvel ultimatum de 2 jours à son prestataire Smovengo pour présenter un plan de sortie de crise. C'est l'enquête de 8 heures. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour. Le service est aujourd'hui presque au point mort. L'opérateur des Vélib est sommé de réagir vite. Oui, il doit dire avant demain soir comment il va rattraper son retard et raccorder le plus vite possible les stations de vélo au réseau électrique parisien. Depuis la fin du mois de mars, tout aurait dû être terminé. Il devait y avoir 22 000 vélos répartis sur 1400 stations. En réalité, la moitié des stations seulement existent aujourd'hui. Et il y a encore en plein Paris des trous énormes sur les trottoirs avec des câbles qui ressortent là où doivent être installés ces Vélib. Alors ce qu'on a du mal à comprendre, c'est pourquoi on est arrivé à une telle situation, pourquoi on est arrivé à s'aborder un système de vélo qui marchait, on l'a dit, plutôt bien depuis 10 ans. Absolument, mais lorsque le contrat de Deco, l'ancien prestataire, est arrivé à son terme, la proposition de Smovengo était alléchante, des vélos plus modernes, plus légers, un tiers du parc en électrique,
Ouais. Tout cela pour un prix moins élevé que ses concurrents. Ils ont donc remporté le marché, mais la société a sous-estimé l'ampleur des travaux, explique aujourd'hui la mairie de Paris. Pour raccorder ces stations de vélo au réseau électrique, on ne peut pas creuser n'importe où en sous-sol. Il y a les canalisations, les fibres. Le problème, c'est que c'est seulement une fois le contrat signé que l'entourage d'Anne Hidalgo serait allé visiter les locaux de l'entreprise et aurait alors découvert un fonctionnement très artisanal, pas à la hauteur de l'enjeu. L'opposition donc s'empare aujourd'hui du sujet. La maire du 5e arrondissement, Florence Berthoud, parle de catastrophe industrielle. Elle aura réussi à tuer ce service public. Et on aurait dû, par exemple, préparer très en amont le raccordement des stations. Et là, aujourd'hui, on ne voit pas comment juridiquement on peut s'en sortir. Je demande une analyse juridique très rapide pour savoir si on peut mettre fin à ce contrat et réouvrir d'ailleurs simultanément une consultation. Rompre l'appel d'offres, c'est possible? Recommencer à zéro, Laure? Juridiquement, c'est compliqué parce que le contrat court sur 15 ans et pour résilier un contrat, il faut prouver que le service n'est pas viable. Or, pour l'instant, c'est seulement une société qui est en retard sur le calendrier et qui paie des pénalités, 1 million d'euros par mois de retard. Résilier le contrat, cela voudrait dire plus aucun vélo dans les 2 prochaines années à Paris, le temps de réattribuer le chantier. Mieux vaut 6 mois de retard, glisse-t-on dans l'entourage d'Anne Hidalgo, plutôt que 2 ans sans vélo. Enquête du 8h de Laure d'Autriche. Merci beaucoup, Laure. Les transports encore avec cette idée du ministère des Transports pour rénover, reprendre en main un réseau routier vieillissant, la création d'un nouvel établissement public qui serait baptisé Route de France et Daniel Fortin qui aurait vocation à mieux coordonner les investissements nécessaires sur nos routes nationales. Oui, le projet est en effet à l'étude au ministère des Transports. Cet établissement gérerait l'ensemble du réseau routier non concédé, dispersé aujourd'hui entre 11 directions interdépartementales. Mais ce qui est intéressant et beaucoup plus politique, c'est qu'il pourrait aussi à terme reprendre en direct les autoroutes gérées par le secteur privé lorsque les premiers contrats de concession arriveront à échéance dans une dizaine d'années. Mais est-on sûr qu'une gestion des routes par l'État serait efficace? Alors les promoteurs de cette réforme rappellent que chaque année les routes rapportent 41 milliards d'euros, une manne qui profite en partie aux sociétés privées concessionnaires. Par contre, les dépenses en faveur des routes, elles, sont beaucoup plus faibles. 12 milliards par an seulement, c'est cette somme qu'il faut augmenter pour retrouver un réseau de qualité, d'où l'idée de créer ce nouvel établissement Route de France qui concentrerait tous les moyens nécessaires à la modernisation des infrastructures et notamment la future écotaxe sur les poids lourds déjà annoncée mais qui tarde à voir le jour par crainte d'ouvrir un nouveau front social du côté des routiers. Daniel Fortin des Échos, merci. Europe 1, 8h13. Et maintenant la fièvre bleue et blanche, Marseille qui espère bien décrocher sa place en finale de Ligue Europa, match retour ce soir à Salzbourg en Autriche après la victoire 2-0 à l'aller. 22 000 personnes regarderont le match sur écran géant dans la fan zone installée au Vélodrome. Et c'est donc un public, comment dire, en ébullition, en effervescence. En effervescence à la ville, elle est comme à l'ancienne, on revient à l'ancienne. Depuis qu'on est petit, c'est l'OM. Il n'y a pas d'autre explication, madame. En fait, je vous explique, quand l'OM il gagne, tout le monde va bien. Quand l'OM il perd, tout le monde n'est pas bien. Voilà. C'est des moments historiques là que vous vivez en tant que supporter. Il n'y a pas de mots d'être Marseillais. Vous ne pouvez pas imaginer la fierté. Moi, j'étais un peu plus jeune en 93. Bon, je l'ai regardé quand même, mais j'avais 4 ans. Je regardais avec mon père, il m'a mis devant la télé, il y avait l'écharpe de l'OM, le maillot. Toute notre génération a envie de revivre ça, des bons moments, et voilà, que l'OM règne sur l'Europe et qu'on gagne cette coupe. Surtout à Lyon, en plus, ça motive encore plus les Marseillais. Voilà, ce sera comme ça jusqu'à ce soir et même peut-être jusqu'au bout de la nuit. Des supporters marseillais avec Nathalie Chevance. Europe 1.